Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour aborder des petits exercices additionnels sur les familles libres. Alors, on a vu dans la vidéo sur les familles libres ce que c'était, comment on définissait une famille libre, comment on démontrait qu'une famille est libre pour un vecteur, pour deux vecteurs, pour trois vecteurs et plus. L'objectif de cette vidéo, c'est en fait de vous couvrir un peu l'ensemble des familles libres sur lesquelles vous pouvez tomber. Et il y a effectivement des démonstrations de liberté qui sont un tout petit peu plus compliquées que les autres. Donc si vous ne vous sentez pas à l'aise, évidemment, passez les exos et ne les faites pas. Si vous vous sentez à l'aise, on va voir ensemble deux exos qui sont un tout petit peu plus compliqués, qui sont une relation entre liberté et récurrence et liberté et espace de fonction. Et donc on est parti pour ça. Alors, famille libre de fonction, voilà les deux exercices que je vous propose. L'exercice 1 qui nous dit montrer que la famille E de 3T, E de 2T, E de T est libre pour tout T de R. Et puis ensuite, je vous propose de généraliser cette formule au rang N. Et vous allez voir qu'on fait appel dans les deux cas à deux techniques qui n'ont rien à voir et qui sont très importantes. Et puis une troisième, pour ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin, qui est abordée également, corrigée en PDF. Donc on est parti là-dessus. Exercice 1, on veut montrer que cette famille de 3 vecteurs est libre. Donc on est parti. Alors, on y va en bleu. C'est parti pour ça. Exercice 1. Exercice 1, montrons que la famille E de T, E de 2T, E de 3T est libre. Alors là, il y a 3 vecteurs. On est dans l'espace vectoriel des applications, des fonctions de R dans R. Et puis, on a 3 vecteurs. Et les 3 vecteurs, donc 3 vecteurs, qui dit 3 vecteurs, dit 3 réels. Donc on se donne lambda 1, lambda 2 et lambda 3, 3 réels. Tels que, toujours pareil, tel que lambda 1, E de T, plus lambda 2, E de 2T, plus lambda 3, E de 3T, soit égal à 0. Attention, là c'est le 0 de R, puisqu'on est dans les applications pour tout T appartenant à R. Là c'est bien le bon 0 de R, puisqu'on est dans les fonctions de R dans R. Voilà pour ça. Donc, comme d'habitude, on appelle cette équation l'équation 1. Et puis on y va par implication. N'oubliez pas, dans les démonstrations de liberté, c'est par implication. Et 1 implique que. Alors, 1 implique que, oui d'accord, merci. Mais le problème, c'est que là, c'est un peu compliqué. Alors, il y a un truc qu'on peut faire. C'est d'ores et déjà, peut-être éventuellement, j'allais dire mettre un exponentiel de t en facteur, si vous voulez. Parce que vous voyez que là, on a exponentiel de t, là, on a exponentiel de 2t, exponentiel de 3t. On peut en mettre un en facteur. Donc, c'est une possibilité. On peut commencer par dire exponentiel de t, facteur de lambda 1, plus lambda 2 e de t, plus lambda 3 e de 2t, en fait, égale 0. Alors là, je vous le rappelle, je vous mets un rappel quand même, parce que je me doute qu'il y en a qui ont un peu bugué sur cette étape-là. E de t multiplié par E de t, ça fait E de t plus t, ça fait E de 2t. Donc faites bien attention, de la même façon, E de 2t multiplié par E de t, ça fait E de 2t plus t, ça fait E de 3t. Donc retenez bien ça parce que c'est quand même important. Donc on est là. Et ok, donc ça, E de t, un produit de facteur est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul. E de t est différent de 0. Donc on va dire or E de t différent de 0 pour tout t appartenant à R. Donc, l'équation 1 implique que c'est lambda 1 plus lambda 2 E de t plus lambda 3 E de 2t qui est égal à 0. Ok, maintenant le problème reste exactement le même. Donc déjà c'est bien, on a avancé, mais le problème reste quand même le même. Et quel est ce problème? En fait, le problème c'est que j'ai une équation, vous le voyez ici, et puis j'ai 3 inconnus. Vous les voyez ici, mes 3 inconnus, elles sont là. Lambda 1, lambda 2 et lambda 3. Et donc, si vous voulez, c'est pas bon ça. Une équation 3 inconnus, j'y arriverai pas. J'arriverai pas à trouver lambda 1 égale lambda 2 égale lambda 3 égale 0 comme ça, en claquant des doigts, je connais rien. Donc il faut que je construise 2 équations en plus. Donc on doit construire 2 équations en plus pour avoir un système à 3 équations et 3 inconnus.
Donc, et pour pouvoir résoudre en fait, tout simplement. Hein. Donc c'est ça qu'on veut. Donc voilà, voilà, j'ai pas écrit droit du tout, mais bon, vous m'avez compris, on doit construire deux équations en plus. Alors pour ça, il y a plusieurs possibilités. Je vous propose la plus classique et ensuite à la fin de l'exo, je vous donne l'autre possibilité, ce qu'on pouvait faire également. Donc en fait, quelle est la plus classique? Eh bien la plus classique, c'est de considérer ici que vous avez une fonction. Et donc c'est une fonction qui est complètement dérivable. Et bien regardez ce qu'on va faire, on va la dériver, tout simplement. On va la dériver une première fois, on va avoir une première ligne, et on va la dériver une deuxième fois, et on va avoir une deuxième ligne. Et donc en dérivant une fois cette équation 1, on a, alors qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a lambda 1 dégage, il nous reste lambda 2t plus 2 lambda 3 e de 2t. Vous vous rappelez la dérivée, je vous le remets ici en rappel, e de alpha t prime, ça vaut alpha e de alpha t. Donc on a bien ça, et à droite ça vaut évidemment 0. Et puis en dérivant une seconde fois l'équation 1, donc en dérivant une deuxième fois l'équation, donc cette équation 1, eh bien qu'est-ce qu'on a? On redérive lambda 2t, eh bien ça nous fait lambda 2, plus on redérive ce truc là, ça fait 4 lambda 3, E2, E de combien? E de 2t. Et ça fait encore 0. Et donc vous voyez que là, j'ai une équation, une deuxième équation, une troisième équation. Et bien du coup, je suis tranquille. Je peux très tranquillement aller dire que du coup, l'équation 1, elle implique, puisque comme on a dérivé cette équation, bah, ce sont des implications. Alors, elle implique bah, déjà elle-même, c'est-à-dire lambda 1 plus lambda 2 e de t, pardon, plus lambda 3 e de 2t. Égale 0. N'oubliez pas, on aligne les inconnus. Ici, les inconnus sont E de t, E de 2t et t. Alors, on est tranquille. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai du t ici, alors que je ne devrais pas du tout avoir du t. Autant pour moi, c'est du lambda 2 tout court. Hein. Autant pour moi, cette équation-là, pardon, je me suis trompé. Je viens de me rendre compte que je me suis trompé dans la dérivée. Quand on dérive l'équation 1, on n'a pas du tout ça. On a lambda 2 e de t, hein. Bien sûr j'ai mis t, mais en fait c'est lambda 2 e de t, et là je redérive et j'ai encore lambda 2 e de t, bien sûr. Et donc en fait mes trois équations sont la première lambda 1 plus lambda 2 e de t plus lambda 3 e de 2t, la deuxième qui vaut lambda 2 e de t plus 2 lambda 3 e de 2t égale 0 encore, et puis la troisième qui revaut lambda 2 e de t, puisque quand on le dérive ça reste lui-même, plus 4 cette fois puisqu'on a remultiplié par 2, le 2 de la dérivée, et voilà. Et voilà notre système. Et donc du coup, il est quasiment déjà triangulaire. On le triangularise bien sûr, ça tombe bien, on a ça. Donc on prend le pivot qui est lui. Et donc notre système, enfin notre équation 1, elle équivaut à. Et n'oubliez pas, même si c'est une équivalence, on est en liberté, on reste en implication. Je recopie ma première ligne sans problème. Je recopie ma deuxième ligne parce que ça va être ma ligne du pivot. Enfin, c'est même pas que ça va, c'est que c'est ma ligne du pivot. Donc voilà, et puis ma troisième ligne, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, L3 reçoit L3 moins L2, tout simplement. Les opérations licites, je vous le mets en rappel ici dans la marge. Les opérations licites, c'est LI reçoit alpha LI plus bêta LJ, alpha non nul. Allez revoir le cours sur les systèmes, évidemment, si vous n'êtes pas au clair avec les pivots de Gauss et les systèmes de Cramer. Donc L2 moins L3, il me reste 2 lambda 3 E de 2t ici, qui vaut 0. Et regardez, j'ai un système magnifiquement de Cramer, enfin magnifiquement triangulaire plutôt. Donc on y va. Donc on a. Alors qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a le système. Bah, alors, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit on a, mais le système obtenu. Le système obtenu est triangulaire, sans aucun coefficient diagonal nul. Diagonale nul, vous le voyez. Donc, il est de Cramer. Et admet une unique solution. Et regardez la solution, elle est intéressante. Eh bien, que nous donne la dernière ligne? L'exponentielle est toujours non nulle, donc c'est lambda 3 qui est nul. Oui, mais si lambda 3 égale 0,
Bah du coup, regardez ici, tout ça s'annule, il me reste lambda 2 de t qui est nul. Oui, mais comme exponentielle est toujours non nul, et ben égale lambda 2 et égale lambda 1. Et donc en fait, on se retrouve bien avec lambda 2 égale lambda 1. Alors je l'ai noté n'importe comment parce que je ne sais pas pourquoi. Mais lambda 2 égale lambda 1 égale lambda 3 égale 0. Et donc on a bien finalement la famille qui est libre. Donc retenez bien cette méthode qui consiste à dériver quand on est dans l'espace des fonctions. Et bien qui consiste à dériver une ligne une fois puis deux fois pour obtenir trois équations, trois inconnus et pouvoir tranquillement résoudre le système. Donc voilà pour cette première méthode. Il y avait une deuxième méthode, je vous l'ai promis, je vous la donne. La première méthode, en fait, c'est qu'une fois qu'on arrive à cette équation, qu'on écrit au début cette équation 1, eh bien, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On pouvait dire que comme cette équation 1, vous le voyez ici, elle est vraie pour tout t, eh bien, elle est notamment vraie pour t égale 0, pour t égale 1 et pour t égale 2. Alors, autre méthode, je ne vais pas résoudre le système, je vous laisse, mais je vous donne la méthode. Alors, l'équation 1, je vais réécrire l'équation 1. On avait deux petits points. Alors, l'équation 1 qui était lambda 1 e de t plus lambda 2 e de 2t plus lambda 3 e de 3t qui est égal à 0. Et ça, c'était vrai pour tout t appartenant à R. Et là, il me faut, quand bien même je peux remettre ou non en facteur exponentiel de t, ce n'est pas vraiment un problème ici, c'est pour vous montrer la méthode. Et bien, comme cette égalité 1, cette équation 1 est vraie pour tout t, donc 1 est vrai pour tout t appartenant à R, et notamment quoi? Et notamment pour t égale 0, t égale 1, t égale 2. On a alors le système d'équations suivant. Et là, je récupère toujours ma volonté de récupérer autant d'équations que d'inconnus. Donc, on a alors le système suivant. Alors, le système suivant. Eh bien, pour t égale 0, la première ligne, c'est lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 égale 0. La deuxième ligne, c'est pour t égale 1. Lambda 1 e plus lambda 2 alors pour t égale 1, ça fait e carré plus lambda 3 e cube égale 0. Et puis enfin, la dernière ligne, c'est... quelle est-elle la dernière ligne? Eh bien, la dernière ligne, elle est pour t égale 2. Et donc, ça pardon, là, c'était pour t égale 1. Oui, non, c'est ça. Donc, pour t égale 2, ça fait lambda 1 e carré plus lambda 2 e4 plus lambda 3 e 2 fois 3, 6. Et voilà. Et donc, vous êtes ramené à ce système d'équations. Et donc en fait, il suffit tout simplement d'aller le triangulariser. Évidemment, les inconnus ici sont lambda 1. Donc c'est lui qu'on veut dégager, tout simplement. Et il n'y a pas de problème. Vous retrouvez un système triangulaire qu'on rend de Cramer à travers le pivot de Gauss. Et aucun problème là-dessus. Donc je vous laisse, si vous voulez, vous tester là-dessus. C'était tout à fait une méthode possible. Mais disons que la méthode générale, c'est de récupérer autant de lignes que d'inconnus. Et donc là, on doit construire deux équations en plus pour avoir trois équations, trois inconnus. C'est ça la méthode générale. Et donc on peut le récupérer. Moi, la méthode que je vous donne est plutôt pas mal parce qu'elle marche tout le temps et souvent elle est très utile parce que plus on dérive, à mesure qu'on dérive, on a des équations, des fonctions qui diminuent entre guillemets de puissance. Donc ça, c'est pas mal. On peut le faire en dérivant, on peut le faire en appliquant à différentes valeurs de t. Voilà, donc on a plusieurs façons de gérer ça. Donc voilà pour ce premier exercice. Et maintenant, le deuxième exercice que je vous laisse, qui est encore plus technique, eh bien, c'est le fait de montrer que la famille, qu'en fait, cette famille, ça, en fait, c'était comme vrai pour 3 rangs. Mais en fait, moi, ce que je veux vous montrer, c'est qu'en fait, la famille qui a x associe e de kx, eh ben, elle est vraie, elle est libre pour tous les cas, et pas seulement pour k égale 1, k égale 2 et k égale 3 ici. Et donc, on va montrer ça. Essayez de vous tester là-dessus, c'est assez astucieux. On va faire plusieurs méthodes. Pareil, il y a deux méthodes. Il y en a une qui fait appel à la récurrence et il y a une autre qui fait appel au polynôme. Donc la récurrence, eh bien, je vous l'upload en PDF parce qu'elle est un peu compliquée. Et la polynôme, on va la faire tout de suite parce qu'elle est assez astucieuse et ça me paraît être la plus utile et la plus économe en temps. C'est la plus facile, c'est celle qu'il faut privilégier ici. Hein. Alors, montrons que, donc exercice 2. Exercice 2. Alors, montrons que pour tout n appartenant à grand N étoiles, eh bien la famille, alors qui a x associe e de kx, pour k compris entre 1 et n, est libre. Alors on veut démontrer une famille libre, on a évidemment plus de 2 vecteurs, donc on est en test de liberté, donc on y va, on se donne combien il y a de vecteurs, il y en a autant qu'il y a de k, donc entre 1 et n, il y en a n. Donc on se donne soit
lambda 1, lambda n, appartenant à Rn, donc n réel, tel que, et là donc on y va, bah, lambda 1 multiplié par e de k égale 1, donc e de x, plus lambda 2, e de 2x, plus 3 petits points lambda n, e de nx, égale 0, n'oubliez pas, c'est le 0 de R ici, bien sûr, puisqu'on a des e de x, on est dans les fonctions. Donc, et bien donc voilà. Et qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, ce qui se passe, c'est que on peut l'écrire sous forme de somme. Donc imaginez que ça, ce soit toujours pareil, hein, l'équation 1, la structure de la démonstration, heureusement d'ailleurs, ne change pas. Hein. Donc 1, ça implique, alors écrivons-le peut-être sous forme de somme. C'est la somme pour k variant de 1 à n des lambda k e de kx. Et donc ça doit être égal à 0. Bon, alors là, l'astuce, vous allez voir, ça va prendre 3 lignes, mais c'est très astucieux. Eh bien, l'astuce tient d'abord à une propriété sur les polynômes. On va dire, sur les polynômes, n'importe quoi, sur l'exponentielle. On va dire or, pour tout x appartenant à R, eh bien, exponentielle de kx, ça vaut en fait exponentielle de x puissance k. Et donc, en fait, finalement, mon équation 1, je peux l'écrire, somme pour k variant de 1 à n, des lambda k, e de kx, e de x, pardon, du coup, je l'écris avant et je ne l'écris pas, puissance k, égale 0. Et à quoi ça nous fait penser, les lambda k, quelque chose puissance k, ben, ça fait clairement penser à la structure d'un polynôme. Et là, on se dit quoi? Et voilà l'astuce, on se dit en posant, eh bien, grand x égale e de petit x, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a 1 qui implique, eh bien, qu'on a la somme pour k variant de 1 à n des lambda k, grand x puissance k, égale 0. Et là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal, pourquoi? Eh bien, c'est pas mal parce que là, on a clairement la forme d'un polynôme. Et donc, on va dire si p de x égale à la somme pour k variant de 1 à n des lambda k x puissance k, eh bien, alors, 1 devient, eh bien, p de exponentielle de x égale 0. Or, qu'est-ce qu'on peut dire? Un polynôme est nul si et seulement si tous ses coefficients sont nuls. Et quels sont les coefficients du polynôme? Les lambda k. Et donc là, la phrase clé, la phrase magique, c'est quoi? C'est de dire or, un polynôme est nul. Donc or, un polynôme est nul si et seulement si tous ses coefficients sont nuls. Sont nuls. Et ça, on a le droit de le dire uniquement parce qu'on est en polynôme. Et donc, en fait, eh bien, la somme pour k variant de 0 à n des lambda k x puissance k égale 0, ben ça implique nécessairement que tous les coefficients sont nuls. C'est-à-dire que lambda k égale 0 pour tout k appartenant à 1n. Et donc, vous voyez, ça, c'est évidemment l'équation 1. On était parti de 1 implique, et on arrive en fait à lambda k égale 0 pour tout k. Donc, la famille de fonctions qui à x associe e de kx pour k compris entre 1 et n, eh bien, est libre. Donc là, c'est vraiment la meilleure des solutions. Et en fait, je ne vous la donne pas parce qu'elle est introuvable et complètement fantaisiste. Je vous la donne parce qu'elle tombe souvent. Elle tombe souvent, justement, ces familles de fonctions qu'on élève à la puissance k. Eh bien, ça tombe. Ça tombe parfois dans des démonstrations de liberté un peu compliquées. Donc, n'hésitez pas à le faire parce que c'est assez intéressant. Alors, je vous le donne évidemment pour aller plus loin sur ce chapitre, bien sûr. Mais quand même, c'est assez utile. Et je vous donne une deuxième, enfin, je vous donne une piste sur une deuxième technique encore plus précise, encore plus technique et encore plus, disons, difficile, et je vous uploaderai évidemment le corrigé en PDF, ça c'est vraiment pour ceux qui veulent aller plus loin et se tester. Et bien la deuxième méthode, la méthode 2, c'est la récurrence. Et donc là, essayez de vous faire ça par récurrence et vous allez voir, et je vous donne un petit indice quand même dans la récurrence, c'est que l'hypothèse de récurrence, vous la connaissez, l'hypothèse de récurrence, elle est sur la famille des k, des kx qui est libre. Et donc en fait, l'hypothèse de récurrence, c'est que je vous la donne, enfin je vous donne comment démarrer. Il faut que vous commenciez par soustraire, par calculer celle-là, donc cette somme-là, des k e de kx. Et il faut ensuite que vous calculiez la dérivée, c'est-à-dire la somme pour k variant de 1 à n plus 1 des, en fait, donc, ouais, alors c'est juste des n plus 1, autant pour moi. Et là, ensuite, il faut que vous alliez des lambda k, pardon, e de kx. Et là, il faut que vous alliez ensuite calculer la somme dérivée, c'est-à-dire des k lambda k e de kx. Et que vous me fassiez, si ça c'est 1
et ça c'est 2, et bien l'astuce c'est d'essayer de me faire ça avec 1 moins 2. Voilà l'astuce pour réussir cet exercice. Donc essayez de, en hérédité bien sûr, calculer cette somme-là. Normalement vous savez des choses. Cette somme-là, normalement vous savez des choses. Et puis, puisque c'est la somme dérivée, et ensuite, eh bien vous serez bon pour la récurrence. Alors essayez de vous tester sur cette récurrence, c'est pour aller plus loin, donc je ne veux pas monopoliser l'attention de tout le monde là-dessus. Je vous upload évidemment le corrigé en PDF, donc n'hésitez absolument pas. Et nous, pour le reste, on se retrouve dans la suite du chapitre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur la liberté vous a été utile. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de vous sensibiliser au fait qu'il y a la liberté pour plus de 3 vecteurs et puis il y a la généralisation à n vecteurs. Vous serez déjà très bien si vous retenez ces astuces qu'on a vues, c'est-à-dire dériver pour ajouter des lignes ou alors remplacer pour certaines valeurs de x ou de t. Ça, c'est la première. C'est valable pour les suites comme pour les fonctions. Et puis également la deuxième qui est très astucieuse mais qui tombe quand même pas mal, ce pourquoi je vous la mets, c'est-à-dire poser des polynômes, parce que justement quand on a des puissances k, cette somme de lambda k puissance k, ça fait souvent penser à un polynôme. Et comme on a la propriété confère le chapitre sur les polynômes, qu'un polynôme est nul si et seulement si tous ses coefficients sont nuls, bah là on a gagné. Donc voilà pour ces exercices. N'hésitez pas évidemment si vous avez des questions, je pense que vous en aurez. Je suis là pour y répondre et pour vous aider. Et éventuellement si vous voulez des trucs encore plus durs, bah, pour vous donner des exos plus durs. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour la suite du chapitre. Bye bye.